Salut à tous, bienvenue dans notre bande AD+ estivale. Je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai l'honneur d'être en compagnie aujourd'hui de 4 sommités de la planète trail pour débattre comme on aime sur des sujets passionnants. Bonjour et bienvenue à la scientifique de la bande qui est aussi coach et athlète Sabine Echtrom. Salut Sabine. Salut tout le monde. À celui qu'il est difficile de ne pas croiser l'été sur les courses en montagne tant il est actif comme athlète ou speaker, Hugo Ferrari. Salut Hugo. Ouais, salut. Au pilier de l'équipe de France de trail et de l'équipe Brooks, qui est aussi coach de quelques grands talents comme Sylvain Cachard et Mathieu Delpech, Nicolas Martin. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Et à l'un des kinés et ostéos de la bande, qui fut en son temps l'un des meilleurs ultra-trailers au monde, Thomas Laure-Blanchet. Salut Tom. Salut tout le monde. Et je fais un salut amical aux 4 autres membres de la bande, AD+, Ludovic Collet, Corinne Favre, Florence Morisseau de la clinique du coureur et Robin Schmitt des genoux dans le gif qui sont au repos aujourd'hui. Vous écoutez la bande AD+. Au sommaire de ce 8e épisode de la bande AD+, l'esprit trail. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ce sera la question NAC, la question volontairement polémique de l'épisode. Les capteurs de glycémie comme Super Sapiens ou du taux d'oxygène dans le sang à l'effort comme Moxy sont-ils utiles pour le commun des mortels ou est-ce un gadget de plus à la mode? Ce sera la question Nolio. Enfin, la nuit, normalement on dort, mais les ultra-trailers pas toujours. Je demanderai à Sabine, Hugo, Nico et Thomas, qui ont déjà fait quelques nuits blanches sur les sentiers, comment on se prépare efficacement à courir la nuit et à quoi il faut s'attendre lors des efforts nocturnes. 3 rubriques sont également au programme de la bande AD+. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, on parlera de la célèbre entorse de la cheville. On fera un arrêt à Vaujany, à la station de trail de Loisan. Et enfin, les 4 membres de la bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, nous livreront leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une excellente émission, enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti. Avant de nous lancer, je vous rappelle que vous pouvez voir et ou revoir en tout temps cette émission en vidéo sur la page Facebook de Distance Plus et en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous propose de commencer tout de suite avec la question polémique, la question NAC. La question NAC. L'esprit trail, est-ce un mythe ou une réalité? Alors déjà, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce que c'est que l'esprit trail. Je vais donner la parole à Nico Martin. Selon toi, Nico, ou plutôt comment tu définis ce qu'on appelle l'esprit trail? Ah, c'est difficile de définir ça. Moi, j'ai du mal à donner une définition. Je pense qu'il y a un esprit de proximité qu'on peut retrouver dans la pratique du sport en règle générale. La spécificité du trail, je dirais qu'elle est... Enfin, moi, ça a un peu évolué ma vision au fil de ma carrière. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très, par exemple, vraiment un petit monde où tout le monde se connaît. Quand j'ai commencé en faisant des courses plus locales, voilà, c'est vraiment le fait de rencontrer chaque week-end ou plusieurs fois par mois les mêmes personnes. Donc voilà, quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans un sport collectif en retrouvant ses coéquipiers quand on joue. Et puis après, il y a eu une vision un peu différente. Alors, quand j'ai fait des courses nationales avec un peu moins de proximité, pas forcément des gens qu'on connaît. Voilà. Alors après, avec les années qui passent, on finit par avoir on connaît quand même pas mal de monde, même sur les courses de niveau national. Mais c'est vrai que l'évolution que j'ai notée aussi, c'est que le trail est devenu, alors même si c'était quand même bien développé quand j'ai couru, mais on est passé d'un sport un petit peu intimiste à un sport un peu à la mode. Et voilà, donc il y a plus de pratiquants, il y a aussi peut-être plus tout à fait la même culture. Je pense qu'à tort alors c'est peut-être un jugement, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont juste venus là pour chercher leur petit quart d'heure de gloire dans la pratique. Alors c'est peut-être un peu plus vrai quand les distances augmentent, et c'est vrai que peut-être on a perdu cet esprit trail. Après, globalement, je pense que c'est un milieu qui est très sain.
Pour parler des élites, aujourd'hui, il y a encore relativement peu d'enjeux. On peut partir voilà, en stage commun avec des coureurs qui portent des couleurs différentes. Et ça, ce n'est pas forcément le cas dans des sports plus développés où les enjeux sont très importants. Donc, je pense que ça reste un sport sain. Après, moi, j'ai du mal à définir ce qu'est l'esprit trail, quoi. Thomas, est-ce que la définition est plus facile pour toi? Là, on arrive au même débat de c'est quoi un élite? Je pense qu'on a chacun sa définition de l'élite et on aura chacun sa définition de l'esprit trail. Mais si moi je dois définir l'esprit trail, oui, j'ai l'impression que c'est un espèce de Graal qui n'a pas forcément, enfin, qui a un peu jamais existé, et que les gens sont venus chercher ce Graal sans forcément savoir exactement ce qu'ils venaient chercher. Mais je pense que l'esprit trail, on va dire que moi, je me projette parce que moi j'étais pratiquant. L'esprit trail, c'était effectivement quelque chose de différent. Et on avait tous, on venait tous d'horizons différents, que ce soit des gens qui faisaient du triathlon, des gens qui faisaient du raid, des gens qui faisaient de la course sur route. Et en fait, on venait chercher quelque chose de différent dans une pratique. Et souvent, c'était une pratique de trail qui était en deuxième intention ou tout du moins en deuxième partie de carrière. Donc les gens arrivaient avec un espèce de bagage et un certain vécu et certaines des saveurs différentes. Ouais, une certaine maturité. Là maintenant, j'ai un peu l'impression que, je dis pas qu'il n'y a plus d'esprit trail, mais les gens qui viennent en trail n'y viennent plus pour les mêmes raisons et avec les mêmes dynamiques et les mêmes sensibilités que ce qu'on venait avant. Moi, j'avais fait 10 ans de triathlon. Alors, certes, je suis venu au trail de bonheur, mais j'ai eu une carrière en triathlon encore plus jeune. Et quand je suis venu à 21 ans, j'avais déjà un certain vécu, un certain, c'est entre guillemets palmarès, c'est pas le mot, mais j'avais en gros fait mes armes dans d'autres disciplines. Et j'ai un peu l'impression, alors bon, je vais me faire tirer à boulet rouge, mais oui, l'esprit trail, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus grand-chose d'esprit trail. Les gens, ils viennent chercher la paillette, ils viennent chercher la gloriole, ils viennent avoir leur ligne sur le supplémentaire sur leur CV pour essayer d'apparaître dans la gazette du coin. Donc, l'esprit trail, comme moi j'ai pu le connaître, je pense qu'il est mort, enterré. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, quand on me demande, moi, est-ce que tu as arrêté le trail? Alors, j'ai pas vraiment arrêté le trail. Je pratique toujours. Mais typiquement, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près 0 course qui me donne envie de m'entraîner avec ne serait-ce des ambitions de performance pour être bien sur cette course. Donc, non, pour moi, l'esprit trail, il n'y en a plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, c'est juste différent. Donc, il y a eu le même débat au triathlon quand on a créé la distance olympique, et ainsi de suite. Mais pour moi, l'esprit trail de ce que j'ai pu connaître, ouais, c'est différent et c'est plus vraiment ce que j'ai connu. En même temps, moi j'ai souvenir, c'était en 2019, on était à la Diagonale des Fous, et puis le Thomas Laure Blanchet est allé courir, entre guillemets, courir la Mascareigne avec. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets avec Blaise Dubois. Il y a quand même, enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas ça aussi l'esprit trail, de prendre le temps d'aller partager une course avec un copain alors que sur 95% de ta carrière, tu étais toujours devant? Je pense que c'est pas l'esprit trail qui compte. Je pense que c'est l'esprit de la baroude, de la borne, de l'effort physique en montagne avec cette incertitude. Et est-ce que c'est propre au trail? J'en sais rien en fait. Mais quand effectivement en 2019 on s'est mis avec Blaise, ça aurait été, là c'était de la course à pied, c'était le trail parce qu'on était à La Réunion et la symbolique du trail à La Réunion elle est très forte. Mais ça aurait été du tricycle, on aurait fait du tricycle. C'était l'esprit, c'était se mettre se mettre dans le nez dans le guidon et de se dire est-ce qu'on va être capable de le faire, et que je savais très bien pour Blaise ça allait être une épreuve hors du commun parce qu'il était de toute façon pas du tout préparé pour ça et qu'au bout de 5 km il voulait arrêter et qu'il en restait 50 et que ça allait être juste horrible pour lui jusqu'à la fin, et que du coup le fait qu'on s'entraide, qu'on soit à deux dans ce truc là, c'était ça l'esprit, mais je dirais que c'est pas vraiment lié au trail.
Et que Mhm. là, la semaine prochaine, je m'engage sur un truc que de toute façon, je sais très bien que ça va être une galère. Je vais faire 750 km en vélo en autonomie, dans le cadre d'une course d'ultra-distance en vélo. Voilà, je sais très bien. Et ça, pour moi, ça représente bien ce que j'étais venu chercher quand je me suis mis au trail au début des années 2000. Bon, on enregistre cette émission, donc quand elle sera diffusée, tu auras réussi ton défi. Euh, Évidemment. Sabine, évidemment. Sabine, je vais te demander à toi aussi ta définition, parce que je trouve que c'est intéressant de partir de la définition pour ensuite éventuellement voir son évolution. C'est compliqué à définir, mais moi j'y vois plutôt l'idée d'une solidarité entre coureurs qui va au-delà du fait de faire la compétition. Et je pense que l'ennemi de l'esprit trail, c'est le coureur consommateur, mais que Mhm. malgré ces épiphénomènes, je pense que dans tous les sports de nature, il y a quand même cette chose qui fait que la nature est plus forte que toi, qui inspire une certaine humilité à tout le monde et qui fait qu'il y a quand même une ambiance particulièrement bonne sur les trails. Et c'est vrai que moi, par exemple, pendant la pandémie, quand tout était un peu à l'arrêt, je me disais, bah, en fait, je peux très bien aller courir, me faire mes entraînements, je garde la forme, je profite de la nature, je suis bien. Et puis quand on a eu le droit de reprendre des dossards, je suis retournée sur les courses et j'ai quand même apprécié de revoir des gens que je ne revois que sur les courses, de voir cette ambiance et bah voilà, cette ambiance qui te redonne le sourire, que ta course se soit bien passée ou moins bien passée. Et je trouve ça chouette. Et donc pour moi, l'esprit trail, il existe, ouais. Hugo, l'esprit trail, galvaudé, pas galvaudé, c'est quoi pour toi l'esprit trail? Toi, alors encore une fois, tu es dans toutes les sphères, hein. Tu es coureur, tu es organisateur, tu es speaker, tu as une Ouais, je communauté fais tout. autour de Ouais. ton podcast. Donc, tu as vraiment, je pense, une bonne vision de la communauté de trailers et donc peut-être une bonne Mhm. définition de ce qu'est, enfin, ou de ce que devrait être l'esprit trail. Ouais, je rejoins un tout petit peu Thomas, puis après je vais partir dans une autre direction en disant que voilà, tu as un peu ceux que Ludovic Collet, alors il n'est pas avec nous là, mais il appelle les consommateurs. Donc voilà, tu as Mhm. toujours un ou deux qui viennent, ils te cassent les pieds. Il y a la médaille finisher, elle brille pas autant que ce qu'il voudrait, puis voilà, il te parle pendant 15 plombes. Récemment, j'ai eu encore eu on n'y croit pas, hein, à chaque fois. Récemment, j'ai encore eu le cas de quelqu'un qui est venu me parler pendant que je faisais les podiums. Donc j'étais quand même sur une scène, en train d'annoncer les lauréats. Il y a une personne qui est venue me parler juste devant, et puis finalement, il a fait le tour pour me parler depuis l'escalier. C'était absolument capital ce qu'il voulait me dire. En fait, on n'en avait strictement rien à secouer. Donc voilà, tu as toujours quelques pénibles un peu comme On le ça, mais salue. globalement, les 95 autres pourcents sont des gens très très bien. Et du coup, bah, ça c'était pour coller un peu avec Thomas, puis après je pars sur mon autre direction. C'est que finalement, pour moi, l'esprit trail, en fait, c'est que les gens, donc bah, ceux qui sont professionnels, ça doit représenter 0,5% des gens au départ, voire même souvent zéro. Et donc tous les autres, ils ont un métier. Ils ont un métier la semaine. Il y en a, ils sont médecins. Il y en a, ils font les 3-8 à l'usine. Il y en a, ils sont sages-femmes. Il y a tout ce que tu veux. Et finalement, bah, là, on ne sait pas trop qui est qui parce que bah, ils ont un short, ils ont des chaussures Kalenji, ils ont des bâtons 3 brins, ils ont un sac à dos de je ne sais pas quelle marque. Et puis voilà, c'est parti quoi, pour un 40 bornes, pour un 80 bornes. Bon, bah, ce qu'on a fait la semaine au travail, c'est mis de côté l'espace d'une ou deux journées. Et ça, c'est ça qui est sympa. Et puis finalement, bah, on part, on est un peu dans son effort. À un moment donné, on se retrouve tout seul. À un moment donné, on réintègre un petit groupe. On se dit, tiens, je vais suivre machin, ça va m'aider à aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on se met à discuter, alors que la personne, on l'a jamais vue. Ça se trouve, nous, on vote à droite, lui, il vote à gauche. Donc théoriquement, on ne serait pas censé s'entendre à l'apéro. Mais là, vu qu'on est en train de courir, on parle de paysage parce que y en a un qui l'a déjà vu, l'autre, c'est sa première fois. Donc, en fait, tu as un gommage de la vie de tous les jours et tu as une bulle, pas sanitaire, mais cette fois, je sais pas comment, trailistique, tu as une bulle trailistique le week-end. Et voilà, ça prend du départ jusqu'à l'arrivée, où les mecs parlent entre eux. Un week-end, on a eu une anecdote exceptionnelle avec Clément Guibert et Sébastien Buet. Donc Clément Guibert allait être papa, il ne l'avait pas encore dit à ses proches. Et il le dit à Sébastien pendant la course, ils en parlent, c'était un ultra, c'était pendant la nuit.
Et puis Sébastien, en fait, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'on l'invite à l'arrivée il y avait un live TV, on l'invite sur le live TV, il nous parle justement de Clément Guibert qui allait être papa. Il s'est dit, tiens, ce mec-là doit être super content. Ça passe au live, la famille de Clément l'entend, ça fout le bordel pas possible. Voilà, c'est des moments de vie un peu comme ça que j'appelle à l'esprit trail. Et puis après, bon, les aléas fâcheux, Thomas en a parlé. Voilà. Je rebondis sur Thomas. Est-ce que Thomas, toi qui as été donc triathlète, est-ce que, bon, encore une fois, j'imagine que c'est très différent si on est Thomas Laure-Blanchet ou Nicolas Fréré, par exemple, qui est plutôt dans le milieu, voire la fin d'une course. Mais entre ces deux sports, est-ce qu'on peut retrouver la fraternité, la solidarité ou pas? J'ai l'impression qu'il y a une petite différence quand même entre le trail et puis tous les autres sports. Est-ce que je me trompe? Ouais, ça c'est peut-être ce qu'on voudrait se dire, mais je veux dire, moi, tu vois, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de suivre un copain qui faisait la RAF, donc c'est la Race Cross France. Donc, pour la petite histoire, c'est un peu un truc de débile. C'est-à-dire on part de Nice et puis on monte au Touquet en vélo le plus rapidement possible. Donc, c'est des trucs d'intelligents, hein. Donc, on arrive, on sent plus son périnée, on peut plus pendant 3 mois fermer les bouteilles parce qu'on a une compression du nerf médian, c'est juste parfait. Mais globalement, j'ai quand même vraiment retrouvé cet esprit-là, cet esprit en fait de camaraderie, de ce que dit Hugo, mais on se retrouve complètement là-dedans. Mais après, je dirais que moi, le sentiment que j'avais, c'était effectivement un espèce de petit sentiment de pionnier. On a l'impression qu'on est en train de grandir ensemble et de grandir à travers une espèce de discipline qui se construit, qui se structure, mais qui a ses codes à soi. Mais ces codes-là, finalement, je me rends compte que les gens qui venaient du raid, ils les avaient aussi. Je dirais que tous les sports d'endurance, je pense que c'est lié, je pense, au sport d'endurance en nature, au sport d'endurance avec, à un moment donné, on a pris conscience qu'on était bien plus faible et bien plus exposable face à la nature par rapport à une course à pied style marathon. Marathon, on sait que globalement, ça va se passer plus ou moins vite, plus ou moins difficilement, mais on n'a pas vraiment ce sentiment d'être 3 fois rien en plein milieu de la nature. Et que quand on monte le Galibier en vélo, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et que ça va prendre des lustres et que on n'est rien et que c'est juste une route qui monte. Et qu'on se dit, non, mais quand même, c'est horrible cette route qui monte. Et qu'on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. Donc, oui, au jour d'aujourd'hui, si on compare le triathlon et le trail, oui, il y a des codes complètement différents. Mais si je compare le triathlon des années 90 et le trail que moi j'ai pu connaître des années 2000, on était exactement sur les mêmes choses. Et que les gens qui venaient sur le triathlon, ils venaient chercher des choses différentes de ce qu'ils avaient pu trouver en pratique de vélo pur ou en pratique de vélo pur, comme Hugo a pu connaître Virvire de la place. La zone, le tourniquet de la zone industrielle de 53 tours et puis prime au 47e. Voilà, ça, ils étaient venus chercher autre chose quand ils faisaient du triathlon. Donc, effectivement, quand au jour d'aujourd'hui, on se dit le triathlon, c'est différent du trail, complètement d'accord, et je suis d'accord, c'est pas le même public. Quoi qu'on a quand même, moi je vois dans mon cabinet, on a quand même beaucoup de transfuges entre des gens qui vont faire une saison de triathlon, et puis l'année d'après, une saison de trail, et puis l'année d'après, quand même, ils n'arrêtent pas de faire le va-et-vient. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait dire que les gens, ils cherchent un petit peu la même chose quand ils font des épreuves de longue distance en milieu, entre guillemets, hostile. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup. Alors, peut-être que je suis entouré de beaucoup de consommateurs, mais j'ai vraiment. Je trouve clairement qu'on n'a pas. On a raté un virage à un moment donné avec le trail surconsommation et que cet esprit pionnier, je trouve qu'il est un peu plus présent de l'autre côté de l'Atlantique, malgré le fait que c'est du business énorme aussi, le trail aux États-Unis, mais en France, on est rapidement dans un truc hyper compète, hyper perf, et on en oublie un petit peu l'essentiel de pourquoi on court, pourquoi on est là. Et donc l'esprit trail, si je dois reprendre un petit peu les
les définitions de chacun, je dirais quand même que c'est l'esprit globalement de l'endurance en milieu naturel. Et que ça soit du trail, du vélo, du ski de fond. Enfin, Sabine, elle vient du ski de fond. Je suis pas sûr qu'en ski de fond, on ait un truc qui soit vraiment différent du trail finalement, comme moi j'ai pu connu des années 2000. Donc, c'est vrai que c'est l'esprit trail, ça serait bien de penser que quand on a des running au pied, qu'on est en train de compter le nombre de dénivelés qu'on est en train de faire, on a un esprit différent. Mais non, je pense que c'est un esprit sportif dans un milieu naturel. Alors, tu parlais des États-Unis, je connais bien le Québec et ça résonne quand tu dis ça. Alors, mon avis importe peu, mais quand même, ça résonne. Au Québec, il y a vraiment un sentiment communautaire qui est très, très, très fort. Les gens se retrouvent, les gens se connaissent, les gens s'apprécient. Euh, je n'ai pas retrouvé ça en France, effectivement, mais cet esprit trail communautaire au Québec est vraiment, vraiment fort. Un peu peut-être à l'image de ce que tu as connu aux États-Unis. Après, si on doit. Après, vous avez. Enfin, au Québec, il y a quand même un penchant communautaire assez facile. Ils sont vite Oui, communautaires. absolument. Culturel. Ben, c'est culturellement, à la base, si on regarde la genèse et l'histoire du pays, ben, c'est une communauté et que du coup, ça s'est ancré dans leur gène et que assez facilement, ils ont cet aspect communauté qui est totalement différent. Les Français, oui, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Mais on peut même le voir. On peut même le voir. Je voulais faire le petit lien et puis passer à un autre sujet, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, normalement, quand on est une communauté, qu'on soit une communauté physique ou sur les réseaux sociaux, on est la même, on se parle de la même manière. Quelqu'un veut dire un mot sur la façon dont on s'écrit, bon, je trouve pas le mot. On se dispute sur les réseaux sociaux, on se parle très mal entre trailers. Là, sans vouloir nommer un groupe en particulier, il y a des choses qu'on voit qui sont juste hallucinantes. Tu peux faire mieux encore, tu vas sur Twitter, là on monte un peu en gamme niveau insultes gratuites. D'ailleurs c'est formidable, c'est uniquement des gens qui ont des pseudos, tu vois, qui se donnent des grands airs, mais Oui. à partir du moment où t'écris pas en ton nom, que vaut ta parole, quoi. C'est fini, t'as beau avoir raison, il n'y a pas ton nom, donc tais-toi. Et ouais, tu peux aller loin. Bon, après, c'est des gens, une fois que tu les rencontres dans la vie, en général, ils évitent de te dire bonjour. C'est pour ça qu'à des moments, je m'étais un petit peu amusé en donnant mon planning à des gens avec qui j'étais en profond désaccord et qui devenaient un peu virulents. Je leur disais, bah voilà, tel jour, je suis ici, je crois que tu y es, je crois que tu y es aussi, n'hésite pas à venir me voir. Puis bon, bah, ce n'est pas arrivé. Voilà. Nico? Ouais, bah, moi je trouve qu'il y a vraiment une notion quand même aussi de communauté quand même. Ce que je disais au début de mes propos, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, je courais voilà, en local. Donc j'avais vraiment ce sentiment de communauté qui était assez marqué parce que voilà, d'une course sur l'autre, voilà, ça reste. Même si des fois on a l'impression que tout le monde fait du trail, dans la réalité, il y a peu de gens qui font du trail. Donc c'est toujours un peu les mêmes gens qu'on croise d'une course sur l'autre, surtout si on reste en local. Après, c'est devenu, je dirais, mon point de vue un peu différent quand je suis allé sur des courses nationales et ça s'est recréé, on va dire, entre guillemets, avec les gens qu'on appelle les élites ou en tout cas les coureurs qui font un peu plus ces courses-là nationales de manière répétée. Mais il y a quand même ce côté, moi, que j'aime bien communautaire et que j'ai retrouvé il y a quelques mois sur la course du Go en faisant le Malpassant, par exemple. Alors, c'était plus lié peut-être à mon passé qui fait que c'était l'une de mes premières courses. Mais voilà, j'ai retrouvé ce côté, on vient là, on se dépouille, mais c'est simple, c'est juste le goût de l'effort. Et je pense que c'est un peu ce qu'a dit Thomas. Il y a peut-être aujourd'hui un peu plus un côté, entre guillemets, professionnel qui a pris un peu le pas sur juste le plaisir de se mettre à FCM ou de se faire très mal pendant plusieurs heures dans la montagne, qui était le seul but, on va dire, au début du trail, et ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui.
Et je trouve, on parlait des réseaux, mais je trouve que ça se voit aussi sur la pratique de certains coureurs dont on sent, enfin moi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tant amoureux de ça, ils sont juste doués pour courir vite et ils ont trouvé une manière de vivre de leur sport sans avoir une passion forcément très forte pour la discipline à la base, quoi. Très bien, et bien, je vous renvoie aussi à… Non, avant de vous renvoyer à l'article de Distance Plus de Samuel Ouellet, Tom. J'ai un peu l'impression quand même de passer pour le vieux rabat-joie rétro-cato, là. Ouais, mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'étais venu faire du trail parce que je voulais faire du surf, en fait. J'avais l'impression de faire du surf de la course à pied, tu vois. J'avais l'impression de se faire un peu cet esprit surf et que au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens qui font du trail soient dans cet esprit de je viens faire un truc un peu anticonformiste, tu vois. Là, maintenant, si tu veux faire du anticonformiste, tu prépares un 5 km sur route et tu fais du cross. Il y a presque moins de gens qui font ça que du trail. Donc, j'ai cet esprit un petit peu Woodstock surfer, je le retrouve un peu moins quand même. Merci à tous les quatre, même si j'ai l'impression que Sabine nous a abandonnés, j'espère, pour quelques instants seulement. Et merci à NAC, partenaire officiel, vous le savez, de la première saison de la bande AD+. NAC, c'est une marque de nutrition sportive canadienne spécialisée dans l'ultra-endurance. Depuis quelques mois, la plupart de leurs produits sont distribués en France, comme les gaufres au goût de Reviens-y et les boissons ultra énergie au goût lime et melon d'eau. Mais il faut attendre un peu avant de goûter au bar à base de poudre de grillon. J'espère quand même que ça va arriver parce que le souvenir que j'en ai, c'était pas mal. De nombreux athlètes de haut niveau ont déjà été séduits en Europe comme Maud Matisse, Élise Delannoy, Thibaut Garivier, Mathieu Blanchard, Martin Kern ou encore Lucas Papi. Et puis moi, je vous invite à aller découvrir ces produits sur le nacbar.com. NAC s'écrit avec 2 A. Et en passant, on vous offre un rabais de 15% avec le code LBAD+. Et puis quand je dis le plus, c'est le signe plus. Allez, c'est l'heure de jouer au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la clinique du coureur. Comme d'habitude, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Thomas n'a pas le droit de jouer puisqu'il a ce fameux biais et sempiternel biais. C'est une blessure hyper fréquente chez les coureurs de trail lorsque vous vous tordez une cheville, ce qui peut ce qui peut entraîner un étirement ou une rupture ligamentaire. Dans ce cas-là, on parle d'une entorse. Si vous ressentez une douleur en palpant vos malléoles, devez-vous faire une radio. Alors, je rappelle que les malléoles sont les 2 protubérances osseuses plus ou moins rondes que l'on a de chaque côté de la jambe au-dessus du pied. Donc, je résume. Votre pied tourne, vous sentez qu'il a mal tourné, ça commence à gonfler un peu et vous avez mal à la malléole. Donc, vous faites une radio. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hugo? Je me fais avoir à chaque fois, je réponds en premier. Du coup, je le fais un peu volontairement. Alors, si c'est moi, j'attends vraiment longtemps avant de passer à la radio, mais je dirais qu'il faut peut-être le faire, ouais. Nico? Je dirais que ça dépend de l'intensité de la douleur, mais pour moi, c'est pas forcément automatique. D'ailleurs, il me semble que l'intensité de la douleur n'est pas toujours corrélée à la gravité de la blessure. Donc, je pense que c'est plus le ressenti lié au moment où ça arrive. Si on se dit, tiens, là, j'ai vraiment eu l'impression que ma cheville tournait beaucoup, peut-être c'est mieux d'aller faire un examen. Je verrais plus comme ça. C'est difficile, je trouve, de dire vrai ou faux, quoi. Ça dépend vraiment des cas, là. Sabine? Moi, j'irais voir mon médecin, comme ça, il me dirait s'il y a besoin de faire une radio. Du coup, je dirais… Vrai. Allez, s'il faut dire une réponse, je dirais oui. Si tu as mal à la malléole, c'est un peu louche, mais je veux pas ruiner la sécu encore plus que ce qu'elle est déjà. Eh ben, c'est vrai, car cette douleur pourrait être le signe qu'il y a une fracture, donc un os cassé. Il existe, je parle sous le contrôle de Thomas pour le coup, une règle clinique, un outil. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que je suis déjà en train de dire n'importe quoi?
En fait, mais tu vas nous amener les éléments, mais la conclusion rapide après l'exposé des 3, c'est un peu rapide. Mais tu vas nous amener les éléments. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de vulgariser un peu. Donc, je disais qu'il existe une règle clinique, un outil pour éviter de passer facilement à côté d'une fracture du pied ou de la cheville, mais aussi pour éviter de prescrire inutilement une radiographie. Donc, à la suite d'une entorse, si vous n'arrivez pas à faire 4 pas consécutifs, 2, si vous ressentez une douleur à la palpation en touchant l'espèce de boule au-dessus du pied ou la base du petit orteil, et 3, si vous ressentez une douleur en palpant l'arrière de vos malléoles ou l'arrière de votre tibia, alors il est fortement recommandé de passer une radio, car il est malheureusement possible qu'il y ait de la casse, et il suffit de répondre oui à un seul de ces tests cliniques pour envisager la radio. Par contre, si la réponse est non, vous passez immédiatement au protocole de traitement classique qui consiste pour l'essentiel à protéger la zone blessée pendant quelques jours, être positif plutôt que de se morfondre parce que le mental joue un rôle important, opter pour des activités cardiovasculaires comme le vélo sans douleur, éviter les anti-inflammatoires et puis éviter de rester surtout passif. Et ensuite, vous pourrez reprendre vos sorties progressivement en augmentant graduellement le volume de vos entraînements et en faisant des exercices de renforcement. Tu veux ajouter quelque chose, Thomas? Je dirais que la meilleure réponse, ça serait celle de Sabine. Et j'ajouterais juste un élément supplémentaire. Allez voir un professionnel de santé qui court et qui est formé aux bonnes pratiques et aux prises en charge des coureurs blessés. Et à jour. Absolument. Oui, à jour, c'est important. Et je vous renvoie, comme d'habitude, au livre de la clinique du coureur, le livre de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, La clinique du coureur, la santé par la course à pied, publié aux éditions Mons, et qui vient tout juste de ressortir la nouvelle édition, pour le coup mise à jour et augmentée. C'est l'édition 2022 que vous pouvez commander, bien évidemment, en allant sur le site web de la clinique du coureur. Allez, je vous propose de parler maintenant d'entraînement avec la question Nolio, commanditée par la plateforme en ligne d'entraînement Nolio que vous utilisez tous les 4. La question Nolio. Les capteurs de glycémie qui mesurent notre taux de glucose dans le sang durant une séance d'entraînement, ou encore les capteurs d'O2 qui mesurent notre taux d'oxygène dans le sang à l'effort, sont-ils utiles pour le commun des mortels, ou est-ce que c'est un gadget de plus à la mode dans un monde et un écosystème sportif de plus en plus connecté? Je vous pose ces questions parce que Nolio, donc partenaire également de la bande AD+, a tout récemment annoncé que la plateforme de suivi des entraînements intégrait désormais les données de glycémie des capteurs Super Sapiens et pour les taux d'oxygène dans le sang lors de l'effort des capteurs Moxi, pour ceux qui se procurent ces joujoux, bien entendu. Les abonnés peuvent désormais tenir compte de ces nouvelles informations pour optimiser leur performance sportive. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé, est-ce que l'un de vous 4 avait déjà utilisé l'un de ces systèmes de capteurs? J'ai jamais utilisé directement les outils. Ok, alors je vais quand même vous demander. Ouais, Thomas. Ouais, j'ai déjà utilisé. Après, bon, je suis content que Nolio l'intègre sur la plateforme. C'est toujours des datas supplémentaires. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent pour des gens qui ont effectivement peut-être une mauvaise habitude ou peut-être des difficultés à gérer l'effort et l'apport nutritionnel pendant l'effort. Après, ouais, c'est sûr que ça reste un outil supplémentaire avec des données à analyser. Et Sabine ne me contredira pas, je pense là-dessus, mais je pense qu'à force de compiler des données, on commence à noyer le poisson. Oui, parce que trop de données, tu l'as donné, quoi. Oui, complètement. Alors, la première question, c'est pour qui? C'est pour qui ces capteurs-là? Alors, là, on parle de 2 capteurs, en gros, des capteurs de glycémie, un peu comme un diabétique, par exemple, qui va avoir une petite pompe et qui va permettre de réguler l'insuline, le taux d'insuline.
Et puis le capteur d'O2 là, qui permet à l'effort de voir comment est utilisé par le corps l'oxygène. Alors, qui peut, parmi les trailers, qui peut être intéressé intéressé dans le sens où ça a un vrai sens par ces capteurs? Nico? Bah, moi, ma philosophie que j'ai un petit peu de tout type d'outils, c'est que faut pas oublier que ça reste des outils. Donc c'est très bien. Ça dépend pourquoi faire. Je pense, par exemple, les capteurs Super Sapiens, c'est très bien. Bon, alors d'abord, ça représente un budget. Ça, je pense qu'il faut quand Ouais, même c'est pas super cher. l'oublier. Ouais. Voilà. Je pense que, par exemple, hein, si on a un budget de cet ordre-là à consacrer par mois, par exemple, je pense que si on a déjà un entraîneur, par exemple, je pense que c'est plus intéressant, par exemple, de le mettre sur un nutritionniste ou ce genre de choses. Parce que le problème de ces capteurs-là, c'est qu'il faut encore que derrière, on puisse interpréter les données. Si ça se résume à voir que quand on boit un coca, ça fait monter la glycémie, bon, il n'y a pas besoin de mettre un capteur Super Sapiens pour le savoir. Voilà, donc après, c'est vraiment de l'optimisation de la performance. Donc du coup, quand on est dans l'optimisation de la performance, pour moi, alors c'est peut-être ma vision personnelle, mais ça commence à s'adresser à des gens qui s'entraînent quand même très sérieusement, où on commence à titiller un peu les limites de ces athlètes et on est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je peux encore gratter pour le faire progresser sur la saturation musculaire au niveau de l'oxygène, c'est pareil, ça permet de voir les qualités et les défauts de l'athlète. Bon, je pense que c'est intéressant quand déjà on s'entraîne. Moi, quand je dis on s'entraîne, je suis peut-être un petit peu dans une vision qui est liée à ma pratique, mais est-ce que quand on fait 2 footings de 50 minutes par semaine, c'est de l'entraînement? Moi, dans ma vision, c'est de l'activité physique. Donc, il y a quand même un minimum de niveau de pratique pour que l'un ou l'autre des capteurs puisse être intéressant. Alors après, je ne suis pas spécialiste. Je pense que Sabine pourra peut-être mieux répondre là-dessus. Je pense que sur certains bilans, par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser un capteur de saturation musculaire pour dire, voilà, bah, de ce qu'on voit, il faut plus axer le travail là ou là, selon les observations qu'on peut voir. Ça permet, récemment, on l'a un petit peu, Sylvain Cachard l'a un petit peu utilisé quand il a fait de l'hypoxie, donc pour voir, ça permet aussi aux sport scientifiques qui géraient ça de voir comment son corps réagit, est-ce qu'on peut introduire plus d'intensité, ce genre de choses. Mais là, voilà, on en revient à ce que je disais au début, on est sur de la pratique élite, quoi. C'est du Ça chirurgical. reste... Oui, mais il y a beaucoup de choses à faire avant de faire ça et il ne faut pas aussi tomber, c'est ce que disait Thomas, c'est que aussi des fois on veut mettre de la donnée et déjà faire quelque chose de basique, ce qu'on connaît, on sait ce qui marche. Des fois, ça amène des meilleurs résultats que de vouloir être dans la surexploitation des technologies, quoi. Par ailleurs, avant de donner la parole à Sabine, je ne pense pas dire de bêtises, ce ne sont pas des appareils qui sont médicaux. On est vraiment dans de l'appareil technologique que n'importe qui peut utiliser. Donc, c'est pas, on sort du cadre purement santé. Sabine, quelle est ta vision sur ces petits appareils qui peuvent donner des informations, mais qui sont aussi des informations, voilà. Est-ce que ce sont des informations dont on a vraiment besoin ou toi, comme coach, par exemple, tu peux avoir besoin? Pour l'aspect recherche, moi je trouve ça formidable que ces petits capteurs puissent exister, ça me fascine. Mais par contre, pour l'aspect entraînement, ouais, je suis vraiment très assez dubitative parce que déjà, je trouve que le trail en soi, c'est un sport qui est censé être assez simple. Disons que l'humain est quand même fait pour courir dans la nature pendant des heures. Donc, je trouve qu'avec déjà pour tous les athlètes amateurs, c'est-à-dire l'immense majorité des athlètes, optimiser simplement les 3 piliers entraînement, sommeil et nutrition, c'est déjà compliqué au quotidien. Et donc, venir ajouter encore des données, ça me semble, c'est ça, on va commencer à aller travailler les détails avant même d'avoir fait
la sculpture globale. Et pour moi, quand tu importes une donnée en plus, il faut que tu saches quoi en faire. Donc, je vais séparer un petit peu quand même Super Sapiens et Moxie parce que c'est pas vraiment la même chose. Super Sapiens, moi, je pense que ça peut éventuellement être adapté pour quelqu'un qui fait des malaises à l'effort, de savoir si c'est réellement des hypoglycémies. Donc, ça veut dire s'il y a un problème, on va chercher à le résoudre en analysant la nutrition. Sinon, moi, je trouve qu'on peut optimiser la nutrition suffisamment avec les recommandations qui existent, parce que finalement, est-ce que quelqu'un est capable de dire ça, c'est le bon taux sanguin de glucose qui est bon pour performer? En fait, on n'en sait rien, parce qu'à l'effort, on va utiliser le glucose sanguin, le glycogène musculaire, les lipides. Donc, même les variations de glycémie, si elles ne sont pas corrélées à des malaises, on ne sait même pas si c'est intéressant ou pas. Et alors, du coup, Moxie, je ne connaissais pas. Donc, je suis allée voir là vite avant qu'on enregistre, comme tu nous avais donné le nom. Donc, c'est bien la saturation en oxygène musculaire et pas sanguine. Et là, vraiment, je suis assez dubitative parce que sincèrement, moi, si j'ai un athlète qui me dit j'ai une mauvaise oxygénation musculaire, je ne sais pas quoi faire, parce que est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une assez bonne capillarisation musculaire, ou est-ce que ça veut dire au contraire, signe très positif, qu'il a beaucoup de mitochondries qui vont utiliser beaucoup l'oxygène? J'en sais rien. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait des tests en laboratoire avec Pascal Balducci récemment, et donc je désature à l'effort. Donc ça, c'est la saturation sanguine. Bah voilà, donc l'information, c'est cool, je désature à l'effort, mais en fait, j'ai rien changé à mon entraînement en sachant ça. Je sais juste que c'est vrai que moi, les courses qui se déroulent en altitude, donc les courses intenses, hein, pas le fait simplement d'être en altitude, voire même en haute altitude, j'ai pas de souci. Mais je sais qu'à Sierzinal, de passer longtemps à haute intensité entre 2000 et 2005, moi, je me sentais pas super bien. C'est peut-être lié à ça, mais quelque part, je sais même pas quoi changer dans mon entraînement en sachant ça. Donc, ouais, on a une donnée, est-ce qu'on va modifier quelque chose ou pas? C'est exactement comme aussi on dit en orientation, que quand tu regardes la carte, il faut prendre une décision, et sinon, en fait, ça sert pas à grand-chose. Ben, là, c'est un peu pareil, on va ajouter des données, finalement, ça fait du brouhaha qui empêche de se concentrer sur l'essentiel, et c'est du brouhaha qui coûte cher, hein. Comme vous disiez, la Super Sapiens, c'est quand même un certain investissement. Moxie, c'est 900 €. Moi, si j'ai 900 € à se consacrer à la performance, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant. Voilà, désolée, c'est pas très vendeur, mais je pense que c'est mon avis. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour la lecture, pour essayer de comprendre, par exemple, la lecture, c'est quand même rien ne vaut un professionnel de la santé. Parce que Ouais, c'est ça. Par contre, oui, du coup, moi, mon avis n'est pas du tout axé sur la santé, hein. Donc, quelqu'un qui aurait un problème pulmonaire ou quelqu'un qui est diabétique, là, clairement, l'intérêt est tout autre. Mais comme tu dis, à ce moment-là, il est suivi par un professionnel de santé. On sort un peu du domaine de l'entraînement. Mais c'est pas du gadget comme je l'ai pas supposé, mais j'ai posé la question. Dans le sens, un gadget, c'est quelque chose qui sert à rien et dont on n'est pas sûr vraiment que ça fonctionne. On a un outil qui est quand même fiable, selon toi? Ouais, fiable, c'est pas un souci. Je pense justement que pour la recherche, c'est intéressant. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on prend vraiment les coureurs pour des pigeons, quoi. On est toujours en train de sortir de Les nouvelles montres avec des consommateurs. fonctionnalités qui servent à rien, comme le fait de recevoir son SMS sur la montre. Ça sert à rien. Et finalement, ça pollue, quoi. Ça va complètement à l'encontre de ce que moi, je voudrais voir dans notre sport. Donc, j'en ai un peu marre qu'on vende toujours des nouvelles choses pour un sport qui est si simple, quoi. Hugo, je t'ai pas donné la parole sur ce sujet. Je sais que tu es assez fan du cyclisme. Et dans le cyclisme, je pense que tous les capteurs existants on utilise beaucoup de données à base de capteurs. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, ces deux capteurs dont Ouais, il est question? alors le cyclisme, ils ont fait fort, ils l'ont même interdit. L'UCI a interdit ce capteur. Bon, il ferait très bien. peut-être mieux de diligenter des contrôles antidopage plutôt que d'interdire ça. Mais c'est vrai que c'est sûr, hein, c'est pénible. Donc c'est pas mal. Après, j'étais pas là quand on a mis en place les ceintures cardio. Est-ce que ça a été un peu pareil? Est-ce que tu as eu le camp des mecs qui disaient ah oui, non, mais c'est un truc technologique, ça sert à rien. Puis bon, aujourd'hui, si t'as pas une ceinture cardio, t'es le dernier des parias.
Et puis le camp des gens qui disaient « Ah putain, c'est génial, ça va révolutionner ma pratique ». Et puis en fait, bon, ça va pas non plus… au bout d'un moment, le mec est toujours obligé de courir quand même. Donc je sais pas, c'est un nouveau joujou technologique. Moi, j'en ai dans les cartons. Là. Vais-je les déballer un mois ou deux avant l'UTMB? Attention, on verra. Parce qu'il ne faut pas mourir idiot non plus. Après, c'est vrai que ma compagne étant diabétique de type 1, bah, je vois un peu à quoi ça sert, ce que ça peut représenter. Ça peut servir un peu peut-être d'éducation pour certains qui n'ont pas de billes en nutrition. Voilà, ils peuvent manger un gel ou une banane, puis ils regardent sur le graphique ce que fait la courbe. Bon, ça peut être sympa, ça peut avoir une visée éducative. Donc Ça fait pourquoi cher, pas, quand même. c'est là, c'est créé, ça existe. Voilà, ceux qui veulent l'acheter, ils l'achètent. Ceux qui veulent pas l'acheter, ils l'achètent pas. De toute façon, ceux qui le mettent, ça va pas devenir les superstars de demain non plus, mais bon, ça peut aider à la culture, à comprendre certaines choses. Après, est-ce que ça doit se porter toute l'année? Je pense pas non plus. Une fois qu'on a peut-être validé un protocole de ravitaillement, une fois qu'on a peut-être validé un rythme de repas dans la semaine pour ceux qui ont quelque chose de rébarbatif avec un emploi du lundi au vendredi, par exemple. Ouais, il peut y avoir 10, 20, 30 utilisations possibles. Et puis, il peut y avoir le cas du mec qui s'en fiche, parce que de toute façon, quand il arrive au ravito, s'il a envie d'un tuc, il mange un tuc. S'il a envie d'une figue séchée, il mange une figue séchée. Et c'est pas son capteur qui va lui dire. Au même titre que quand on a un capteur de puissance sur le vélo, bah, alors que là, je prends l'exemple de Nicolas Martin, qui est toujours généreux dans l'effort. Si à un moment donné, il veut placer une bandérille dans sa sortie endurance, il va placer la bandérille. Il ne va pas regarder son capteur. À ce moment-là, il va fermer les yeux et il va vous mettre votre grosse attaque dans le pif. Donc voilà, ce petit joujou qui est sorti cette année. Et on a eu le cardio-fréquence-mètre, on a eu la puissance en vélo. Est-ce que ça va être aussi intéressant que le reste? On verra. On verra, ouais. Moi, je vais suis quand essayer. même intéressé, Hugo. Je suis quand même intéressé par ce que tu as dit, parce que tu as dit, je les ai dans les cartons, l'UTMB, tout ça. Est-ce que tu vas l'expérimenter? Est-ce que tu sais déjà si tu vas l'expérimenter pour optimiser ta future performance à l'UTMB? Tu veux faire 12e, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Tout à fait, je vais faire 12e, donc les gens l'auront entendu ici, ils peuvent déjà aller miser au PMU. Oui, parce que moi, je me permets un mois de… Bon, c'est pas vraiment des vacances, mais disons que c'est un moment, par curiosité, on dirait presque que c'est Jésus qui a fait ça comme ça. C'est un moment où je travaille moins et où du coup, je peux partir un mois en altitude. Et du coup, à ce moment-là, je suis un peu tout seul dans mon appartement. J'ai aucune sollicitation annexe ou très très peu, parce que quand vous dites aux gens que vous êtes à Tignes, en général, ils arrêtent de vous demander quelque chose. Ils savent que vous êtes trop loin. Et du coup, je peux faire un peu tout ce qui m'amuse. Alors l'an passé, j'avais joué avec un oxymètre. Voilà, pourquoi pas cette année jouer avec le capteur de glycémie. Il est dans les bagages, il va venir avec moi en tout cas. Bon. Et du coup, est-ce Hugo, que est-ce quelqu'un que toi… veut… Vas-y, Sabine. Du coup, Hugo, est-ce que toi aussi tu désatures à l'effort? Qu'est-ce qu'il oui, avait dit ton oxymètre? Oui. Voilà, bah, pour l'anecdote, si on veut des chiffres, je suis arrivé à Tignes, j'étais immédiatement à 93 en taux de saturation, je ne sais plus ce que c'est l'unité de mesure. Et il m'a fallu vraiment une dizaine de jours, hein, vraiment bien 10 jours pour remonter à 98-99. Donc c'est un peu long. Alors, c'est quoi l'unité de mesure là? Parce que moi, vous m'avez perdu, les garçons. Enfin, l'unité de mesure? C'est du pourcent. Et du coup, est-ce que tu le mettais aussi à l'entraînement? Alors, j'avais un petit appareil qui se fixait au bout du doigt. C'est d'ailleurs un Vincent Pialou, une connaissance à Thomas Laure-Blanchet qui m'avait guidé là-dessus. Et par moment, donc Vincent m'avait demandé de l'amener sur ma première rando en altitude à Tignes pour vérifier encore plus haut à combien j'étais. Et il m'avait demandé de l'amener avec moi aussi en sortie au bout d'une dizaine de jours. Quand j'avais dû faire du seuil dans l'Iseran. Bon, j'avais fait une crise d'asthme au final. Pour voir justement, une fois le seuil terminé en haut du col, à combien j'étais. Donc voilà, on s'est un petit peu amusé comme ça. Thomas, pour le mot de la fin, ça t'intéresse pas? Non, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas. Je veux dire que ça m'intéressera le jour où je serai en phase avec ma capacité à analyser l'ensemble des données, comme a très bien résumé Sabine. À un moment donné, quand on arrive à être au taquet des curseurs sur l'entraînement, le sommeil, la nutrition, ouais, je pourrais implémenter davantage
capteurs. Après, on pourrait parler aussi des capteurs de puissance en course à pied qui sont pas encore complètement au point. Et tout ce qui est les gadgets et autres processus pour améliorer la récupération, alors que finalement la personne qui me pose cette question-là, elle reste jusqu'à 23h30 devant les réseaux sociaux avec de la lumière bleue. J'ai envie de dire, voilà, passer du temps devant l'écran avec les bottes de compression. Je pense que le mieux, c'est de pas mettre de bottes de compression et d'aller au lit, et on optimise encore mieux la récupération. Donc, je dis pas que en plus c'est un ami à moi qui a monté Super Sapiens, mais c'est pas, peu importe. Mais l'esprit, c'est que je pense que c'est ultra intéressant quand on est ultra performant et qu'on est sûr qu'on a optimisé tous les processus de la partie immergée de l'iceberg, quoi. Parce que la partie immergée de l'iceberg, ça restera, et pour tout le temps, ça restera l'entraînement, le sommeil, la nutrition. Si on a optimisé ça, oui, on peut commencer à regarder ce qui est un peu moins probant sur l'accompagnement de l'entraînement. Mais les capteurs, hormis le fait de me noyer encore plus dans déjà de l'analyse de charge d'entraînement, ainsi de suite, je préfère déjà être un peu plus abouti sur mes analyses de data qui sont presque vieillottes, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Juste pour conclure. Ouais, Nico. Juste pour conclure, moi je rejoins Thomas, et en fait je trouve que les outils ils sont intéressants pour faciliter la compréhension du corps de leur corps par les athlètes, mais en fait on est toujours en train de créer des nouveaux outils, et moi c'est ma vision que j'ai personnellement, mais je me rends compte que des fois, le retour un peu à de l'entraînement, un petit peu au ressenti, à une capacité à optimiser les ressentis de son corps, ça devient des fois ce qu'il y a de plus précis chez des athlètes qui sont bien sûr expérimentés. Donc, l'apport de l'outil va permettre de gagner du temps. Peut-être que sans outils, il va falloir 6, 7, 8 ans pour optimiser ça, et qu'en mettant des outils, on va peut-être mettre que 3 ou 4 ans. Mais une fois qu'on se connaît très bien, Hugo parlait du capteur de puissance. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Au début, je joue avec et tout. Maintenant, je le mets, ça me permet de voir et tout. Mais tu me casses le capteur de puissance et tu me dis, tu crois que tu es à combien de watts? Ouais, sauf s'il y a des gros fonds de fatigue ou qu'il y a eu des grosses séances d'excentrique avant qui peuvent un peu perturber les ressentis. Mais sinon, à 5-10 watts près, je suis capable de te dire dans quelle zone je me situe. Et donc, du coup, l'outil, OK, par exemple, si on revient à Super Sapiens, sur une optimisation du ravitaillement en course, on peut dire qu'il faut monter à 60, 70 grammes, 80 grammes de glucides par heure. Peut-être qu'on va se rendre compte que chez un athlète, faire 70 ou 80, ça réagit peut-être pas mieux. Et donc, on se dit, il y a peut-être besoin de prendre que 70 parce que ça va limiter les risques d'ennui gastrique, ce genre de choses. Mais là, quand on est déjà à ce niveau-là, on est dans l'optimisation de la performance, en plus d'être capable d'interpréter les données. Après, ça, c'est moi, je pense qu'il ne faut aussi pas que les outils deviennent, dans le cadre des entraîneurs, aussi une manière de justifier de la compétence en disant j'utilise plein d'outils, regardez, je suis super bon. Parce que ce qui fait un bon entraîneur, c'est avant tout la capacité à comprendre l'athlète, à créer de la logique, et ce n'est pas celui qui maîtrise le plus d'outils qui est forcément l'entraîneur le plus compétent, ou en tout cas celui qui amènera l'athlète vers son meilleur niveau, quoi. Ça, je pense que c'est un bon message au-delà même du sujet pour n'importe quel trailer ou sportif qui a envie de se trouver un entraîneur. Merci. Première Nico, formation psychologue. Pardon ? La première formation, c'est psychologie, je pense, qu'il faut faire. Exact. C'est l'occasion de vous rappeler, chers auditeurs, avant de tourner la page avec cette rubrique, que nous vous offrons 2 mois gratuits pour essayer la plateforme d'entraînement Nolio, qu'utilisent donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fois Sabine, Nicolas, Thomas et Hugo. Ils sont au complet sur Nolio aujourd'hui. Pour en bénéficier, il suffit de vous abonner donc au compte Premium avec le code LBAD+, plus PLUS, et rendez-vous sur nolio.io. Et je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail.
À la station de trail de Loisan, près du bourg d'Oisan et de l'Alpe d'Huez, c'est en Isère. C'est une station qui a bien grandi depuis son inauguration il y a près de 10 ans à Villars-Regulas. Aujourd'hui, la station de trail s'étend sur près de 500 km de sentiers de montagne cumulés, accessibles depuis 4 bases d'accueil à Oris-en-Oisan, Vaujany, Villars-Regulas donc, et les Deux Alpes. Je me suis entretenu avec Yannick Beaufetti, de l'Office de tourisme de Vaujany. Et Yannick, c'est un montagnard passionné. Il est à la fois trailer et en charge de l'ouverture et de la fermeture des sentiers. Alors, c'est important, c'est une grande responsabilité. Les stations de trail s'engagent à offrir un environnement sécurisant aux randonneurs et aux trailers qui empruntent les sentiers balisés. Donc, c'est lui qui fait ça. Et notamment en milieu montagnard, évidemment, en fonction de la fonte des neiges, c'est important de ne pas aller sur les sentiers quand c'est encore un petit peu délicat. Alors, dans le massif de l'Oisan, on est rapidement en haute montagne. Les parcours sont tracés entre, grosso modo, 1500 et 2800 mètres d'altitude. Et bien évidemment, plus on grimpe, plus les décors sont somptueux dans ce coin-là, avec notamment de sublimes lacs glaciaires dont il faut profiter avant qu'ils ne disparaissent. Or, clairement, les glaciers reculent chaque année de manière évidente et inéluctable, comme l'a déploré Yannick durant notre conversation. La station de trail de Loisan, c'est 32 parcours et ateliers d'entraînement. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux. On compte 13 pistes bleues, 8 pistes vertes qui conviendront aux débutants et aux randonneurs en famille, par exemple, 7 pistes rouges et 4 pistes noires. Ça fait du choix. Vaujany, c'est en quelque sorte la grande porte d'entrée de Loisan et c'est une station super familiale, parfaite pour découvrir les activités de montagne, mais c'est aussi impeccable pour se faire plaisir sur les sentiers en relativement haute altitude pendant des journées entières. Alors, à quoi il faut s'attendre? À des rochers, à des lacs glaciaires, avec parfois même des icebergs au début de l'été. En tout cas, il ne faut pas marcher ou courir bien longtemps avant de croiser des pierriers et puis des ruisseaux. On vous recommande le parcours 19. C'est un parcours rouge. Il s'agit du Tour des Aiguilles par le Plan des Cavales. C'est un 17 km et environ 500 mètres de dénivelé positif. Mais la particularité de ce parcours, c'est qu'il est surtout descendant. Il y a 1700 mètres de dénivelé négatif pour vous donner une petite idée. Alors, depuis la station de Vaujany, vous grimpez à 2800 mètres via le téléphérique. Il faut compter 12 € par adulte pour vous rendre tout en haut jusqu'au dôme des Petites Rousses. À partir de là, vous suivez le balisage station de trail et vous vous engagez en descente, donc sur le Plan des Cavales, au pied du glacier des Rousses et du glacier de la Barbaratte. Vous allez passer par 3 lacs glaciaires, le lac du Milieu, le lac de la Fare et le lac de Balmerousse, en passant progressivement de 2700 à 2300 mètres d'altitude. Vous tomberez notamment tout près du lac de la Fare sur l'abri Rajon. Alors, c'est un petit hôpital de fortune de la Seconde Guerre mondiale, tout en pierre. Il n'a pas bougé. On y soignait les maquisards blessés dans le temps. Depuis le Plan des Cavales, ces 3 lacs, vous pourrez admirer 2 sommets des glaciers, le pic de l'Étendard, qui culmine à 3464 mètres d'altitude, et le pic Bayle, quasiment pareil, 3465 mètres. Je n'ai pas évoqué la technicité des sentiers, mais cela varie jusque-là en fonction de l'altitude, entre des rochers et de la rocaille. C'est très minéral, quoi. Mais à partir de 2234 mètres d'altitude, il est très précis dans ses explications. Mon cher camarade Yannick, c'est ça, j'ai eu comme un trou. Le terrain change du tout au tout et on passe alors à de la prairie. C'est herbeux, c'est fleuri et on peut allonger la foulée puisque ça continue de descendre jusqu'au col de Couard. Vous avez alors un petit vallon bien agréable à remonter un petit peu avant de basculer sur le col du Sabot à 2100 mètres d'altitude, bien connu des cyclistes. Alors, c'est le col le plus haut de l'Isère. Vous êtes au cœur du massif des Aiguillettes d'Ardoise. Géologiquement, c'est somptueux. Le paysage en vaut vraiment la chandelle. Et puis, depuis le col du Sabot, vous pouvez admirer le célèbre lac de Grand-Maison et son impressionnant barrage hydroélectrique situé sur la commune de Vaujany. C'est le plus puissant de France et même d'Europe. C'est un incontournable apparemment pour les touristes du coin. Il y a notamment des visites ouvertes au public durant l'été.
Vous reprenez ensuite votre descente vers le cœur de la station. Parmi les courses organisées dans le secteur, nous vous recommandons l'Oisan Trail Tour qui a lieu chaque année la deuxième quinzaine de juillet. La particularité, c'est que le parcours change chaque année puisque le départ et l'arrivée se déroulent à tour de rôle depuis chaque base de départ de la station de trail, ce que j'ai nommé un petit peu plus tôt. Enfin, il y a plusieurs kilomètres verticaux aussi pour bosser le dénivelé et s'en mettre plein la vue, notamment l'extrême vertical Doris. C'est un 7 km pour 1500 mètres de dénivelé, c'est quand même du costaud. Pour plus de détails et retrouver notamment tous les parcours de la station de trail de Loisan, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste. L'application vous permet de vous préparer et partir sur les sentiers avec, en plus du balisage station de trail, une cartographie précise sur votre téléphone et puis la géolocalisation et éventuellement le guidage audio. Vous écoutez la bande à des plus. Comment se préparer à courir la nuit et à quoi faut-il s'attendre? Ce sera la dernière question de cet épisode. Alors, vous avez tous les quatre, eu l'occasion de vaguer durant la nuit. Alors d'abord, qui est-ce qui aime particulièrement courir la nuit parmi vous? Ok, il n'y a pas un doigt qui se lève. Alors moi, c'est un gros... j'aime bien courir la nuit, mais juste pas s'entraîner, quoi. Juste aller courir, se balader dehors. Et mon moment préféré, c'est... Alors, du coup, il fait plus vraiment nuit, mais c'est quand il y a un peu de la pleine lune et de la neige. Tu as ce côté, c'est pas vraiment la journée, et de se balader, mais vraiment d'aller se promener dans la nature, un peu être en communion avec la nature. Après, ces dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner pas trop la nuit, parce que j'avais la journée à disposition pour y aller. Donc, mais sinon, j'ai fait comme tout trailer qui se respecte, pas mal de séances la nuit, l'hiver. Qu'est-ce qui change la nuit, Nico? Je reste avec toi. Qu'est-ce qui change la nuit par rapport à une course de jour? La question paraît peut-être bête, mais quand même, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais couru la nuit. Je suis content d'avoir découvert récemment que la science a répondu à une observation que je m'étais faite. J'ai toujours eu l'impression que le ressenti était plus difficile la nuit. C'est-à-dire de se dire j'ai l'impression que je vais vite là, et puis quand on regardait les données réelles mesurées avec un GPS, elles étaient plus basses que le ressenti que j'avais. Par exemple, je sais pas, j'avais l'impression de courir à 14 et puis en réalité je courais à 13,2. Et j'ai vu c'est une étude qui est, je crois, sortie cette année où ils ont testé des gens avec les yeux bandés et ils se sont rendus compte que leur coût énergétique augmentait un peu de la même manière que quand on les lestait, quoi. Donc il y a visiblement, alors même si les yeux bandés et courir la nuit, on a une frontale, c'est pas forcément exactement la même chose. Je pense que le ressenti est plus difficile la nuit, donc il faut peut-être moins tenir compte. Enfin, le ressenti est plus dur, mais lié à une réalité qui est peut-être que, par exemple, on lève plus les pieds, donc notre coût énergétique augmente, ce genre de choses. Donc, il y a une spécificité à courir la nuit. Et après, je ne saurais dire si en s'entraînant très régulièrement la nuit, on va l'améliorer ou pas. Je pense que, comme tout, quand on maîtrise un élément, on est toujours un peu plus performant que si on le découvre le jour de la course, notamment. Hugo, en préparation d'ultra, il n'y a pas le choix. Quand tu cours l'UTMB, quand tu cours la plupart des ultras, il y a de la nuit là-dedans. Comment tu prépares ça, toi? Est-ce que ça fait partie de ton entraînement d'aller courir la nuit en anticipation de ces moments-là? Ça part d'un bon sentiment, ce que tu dis, Nicolas, parce qu'on se dit, tiens, on va courir de nuit, donc je vais m'entraîner à courir de nuit. Le problème, c'est que comme l'a rappelé Thomas tout à l'heure, il y a un pilier, c'est entraînement, sommeil, nutrition. Et du coup, si je vais m'entraîner la nuit, le côté entraînement, c'est génial. Et le côté sommeil, hop, râlez pas crête. Donc, on va le faire avec parcimonie. Je sais pas, Nicolas pourra être plus juste là-dessus, mais voilà, peut-être dans les 2 mois avant, on va faire déjà 2 sorties la nuit, c'est déjà pas mal. Peut-être
qu'on pourrait en faire un tout petit peu plus. Moi, j'ai envie de te dire que non, parce que vu que je suis speaker, il y a quand même pas mal de nuits qui sont pas forcément blanches, mais bien rognées. Hein, bien rognées. Voilà, il va manquer 1-2 cycles de sommeil, ça c'est assez souvent. Du coup, m'entraîner la nuit, pour moi, ça va vraiment rajouter beaucoup de fatigue. Mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire au moins une fois, voire deux, dans le mois et demi avant l'UTMB, on va dire. Une pour rigoler un petit peu, voilà, tu vas courir jusqu'à 2h du matin, c'est rigolo, tu manges une bricole et tu te couches, puis bon, le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu as l'impression que quand tu te lèves du lit, tu ouvres un Kinder Surprise, tu fais « Oh tiens, j'ai mal ici » et tout. Et puis peut-être une nuit, pas forcément plus complète, mais un peu plus longue ou rythmée. Et à chaque fois, dans les deux cas, tu vas tester justement ton matériel, dont on avait légèrement parlé dans l'émission précédente. Tu vas tester ton matériel, ta lampe, parce que j'ai déjà eu des mésaventures avec la lampe. Comment mettre la batterie une fois qu'elle s'est éteinte? Ça, c'est une question qu'on se pose rarement avant que ça nous arrive. Donc voilà, ça peut aussi servir à tester un peu le matos. C'est pour ça on n'a pas besoin de faire une nuit très très longue. Début août, en montagne, suivant le versant où on est, vers 21h, il peut commencer à faire sombre. On peut commencer à faire joujou avec la frontale. Donc on finit vers 23h minuit. Ça permet quand même d'avoir un sommeil pas trop vilain derrière. Donc voilà, ça peut être une option. Après, une fois qu'on l'a beaucoup fait, quelqu'un qui aurait déjà fait 5-6 ans d'ultra, qui a déjà passé 2 ou 3 nuits dehors par an pendant ces 5-6 ans, est-ce qu'il a besoin de retourner la nuit dehors? Je ne suis pas sûr. Par contre, quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui va participer pour la première fois à un ultra, il va passer toute la nuit dehors, lui, ce serait bien qu'il y aille une fois ou deux, ne serait-ce que pour certains, alors ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens, ils peuvent avoir peur en courant la nuit, parce que c'est pas tout à fait les mêmes bruits, c'est pas tout à fait les mêmes sensations. Donc voilà, c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Maintenant, faut pas en faire une religion. Une fois qu'on l'a déjà bien fait, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y retourner? Parce que, encore une fois, on se coupe du sommeil et ça, c'est quand même un sacré pilier dans la performance. Thomas, est-ce que tu as peur quand tu cours la nuit? Thomas, il a peur. Non. Il vous le dira pas. Mais... J'ai pas vraiment peur de la nuit. La bête du j'ai pas Gévaudan. peur, mais j'aime mieux. Non, j'ai pas peur de la nuit. C'est rien par Après, c'est rapport à la sûr que bête du les Trièves. repères changent. Non, nous, on n'a rien. On n'a pas de bête, on n'a rien. On n'a pas de. La faune est très peu fournie à Clermont-Ferrand. Donc, du coup, non, moi, j'ai vraiment pas peur de courir la nuit. Après, c'est vrai qu'on est sur des repères complètement différents. Donc, on a l'impression, finalement, d'aller beaucoup plus vite. Mais ce que Nicolas dit, effectivement, c'est une fausse joie, puisque quand on rentre et qu'on télécharge sur Strava, on se rend bien compte que c'était exactement, voire beaucoup moins bien que d'habitude. Après, l'habitude faisant, je pense que ça va agir un petit peu comme un vaccin et que finalement, ce que disait Hugo, si on a eu l'occasion d'en faire 3-4, parce que le juste, aller courir à 22h, ça suffit, une demi-heure, ça suffit à remettre en route un petit système qui suffirait pour le jour J. Donc, le concept de faire des entraînements de nuit, alors à l'époque, je sais que j'ai eu j'ai à peu près tout testé, dont effectivement des entraînements de 2h à 8h du matin pour effectivement me rendre compte que le lendemain matin, on est explosé, mais on est plus explosé par le fait qu'on n'a pas dormi. Donc, c'est simplement, en gros, ce que dit Hugo est juste, si on était en Norvège et qu'on avait des jours avec 4 heures de jour, là, on pourrait se dire, je vais faire en sorte de pouvoir aller courir de nuit assez simplement et avoir une dose de sommeil conséquente. Mais là, c'est pas du tout le cas en France, tout du moins. Donc, j'ai envie de dire que l'entraînement de nuit, à proprement parler, j'ai pas vraiment de besoin et c'est pas quelque chose que je vais conseiller à mes athlètes. Sauf si la course est de nuit. C'est-à-dire que, au même titre qu'une course. Il faut créer des adaptations quand même. Voilà. Sauf si la course est de nuit, et ça, pour le coup, ça agirait effectivement exactement comme de l'altitude. Et que, est-ce que le concept de jouer avec des tentes hypoxiques quand on va courir dans une course qui va se dérouler à 3000 mètres d'altitude, est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de dire, c'est beaucoup moins intéressant que de rester un mois en altitude et de s'entraîner à 3000. J'ai envie de dire, la nuit, c'est exactement la même chose. Est-ce que
de faire un petit peu de nuit par-ci par-là, ça va être intéressant pour préparer une course uniquement de nuit. Style une Saint-Élion, je pense que c'est pertinent de mettre des piqûres de rappel pour deux raisons, pour vis-à-vis de la nuit, d'une part, et vis-à-vis du timing. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous entraînez jamais et vous courez jamais à 2 heures du matin, le jour J, vous pouvez avoir une certaine somnolence et des choses qui sont inhabituelles. Donc, autant pour l'UTMB, je ne suis pas sûr que la partie de nuit soit prépondérante, autant quand je vais conseiller pour la Saint-Élion, ça peut être intéressant en arrangeant un petit peu son emploi du temps, mais ça peut être intéressant de courir un petit peu longtemps de nuit et pourquoi pas de faire une séance P. Donc après, on a chacun sa séance P, mais de l'allure spécifique de nuit pour ressembler, enfin pour tout de même se rapprocher des besoins physiologiques du jour J. Après, c'est quand même deux choses qui sont différentes. L'UTMB, la nuit fait partie de la course, alors que, il y a de la nuit pendant la course, alors que la Saint-Élion, c'est une course de nuit. Donc, à la limite, la gestion est quand même assez différente du sommeil, par exemple. La Saint-Élion, on peut imaginer qu'on va dormir la journée d'avant. Oui, la Saint-Élion, c'est 100% de nuit. L'UTMB, c'est une proportion de la course. Donc, c'est vraiment deux cas distincts. Et autant sur la Saint-Élion, je trouve que c'est pertinent, autant sur un UTMB, surtout que quand on voit où on en est quand la nuit se lève, globalement, on peut encore, si on a perdu un peu de temps sur la nuit, je ne pense pas que ce soit primordial pour la suite. Sabine, est-ce que tu es... Ah oui. Juste pour rebondir sur ce que disait Thomas, moi j'ai fait qu'une seule fois la Saint-Élion en solo, donc avec une partie longue de course de nuit. Et c'est vrai que j'avais pas fait d'entraînement spécifique. Et alors je me rappelle, c'était vers le signal de Saint-André, donc ça devait être au bout de un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie de course. Et j'ai quand même eu un moment où je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et ouais, mon corps qui s'était un peu mis en mode non, mais là, mon gars, c'est l'heure de dormir, quoi. C'est pas l'heure de courir à 14 ou 15 à l'heure. Et c'est vrai que peut-être que le fait de le faire une fois ou deux avant, c'est une bonne idée. Mais après, je rejoins complètement ce qu'a dit Hugo. C'est la notion aussi d'habitude. Je pense que est-ce que c'est que courir la nuit, par exemple, sur un ultra moi, j'en ai pas fait des ultras, mais ce que j'ai souvent entendu dire, c'est souvent plutôt le moment où on sort de la nuit et que le jour se lève qui est dur à gérer. Et c'est intéressant de l'appréhender. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent que performer sur un ultra la première fois, c'est compliqué. Donc, il y a tout un apprentissage et peut-être que l'apprentissage passe par les premiers ultras qu'on fait sans avoir besoin nécessairement d'aller courir la nuit spécifiquement. Parce que comme ils l'ont dit, le sommeil, voilà, enfin... Je veux dire, il n'y a même pas besoin de s'entraîner. Hein. Tu fais une nuit blanche, on avance tous un peu dans l'âge, on se rend bien compte que ce n'est pas sans impact sur la fatigue de la journée suivante. Et donc, du coup, de la charge globale et du fait qu'il faut réaménager l'entraînement. Parce que bon, ce qu'on gagne en s'entraînant de nuit, si on le perd, parce que derrière, il faut alléger l'entraînement 2-3 jours pour que l'athlète récupère, je pense que ça ne vaut pas le coup, quoi. Après, Hugo, pour reprendre l'exemple d'Hugo, ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'il y a une partie de tes nuits qui sont rongées quand tu fais de l'animation au micro, c'est presque, tu peux presque le considérer également comme une part de ton entraînement futur. C'est puisque tu apprends à vivre la nuit, à être fatigué et à résister, non? Ouais, mais on peut pas le mettre sur Strava, alors c'est un peu frustrant, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est moins performant sur Strava. Sabine, est-ce que tu es une adepte de la course de nuit? Alors, je sais que tu es plutôt, tu fais des courses qui sont plutôt format court ou moyen, et donc qui vont pas forcément la nuit. Mais est-ce que tu es une adepte? En fait, dans la course de nuit, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect de courir dans le noir et il y a l'aspect sommeil. Donc, courir dans le noir, moi, je trouve que tout dépend si tu as une bonne frontale. Courir dans le noir avec une très bonne frontale, en fait, c'est assez agréable. Mais bon, je préfère quand même m'entraîner de jour, hein, comme beaucoup de gens. Après, moi, j'avoue que ce que j'aime, en fait, c'est marcher la nuit. Et donc, dans ce cas-là, de ne pas avoir, comme disait Nico, si tu es dans des conditions un jour où il fait beau,
en fait, de carrément pas avoir besoin de frontal. Mais donc là, on n'est pas dans un contexte de compétition parce que le but n'est pas d'aller vite. Sinon, c'est exactement ce que décrivaient les autres. Tu cours à la frontale, tu as l'impression d'aller super vite et en fait, t'es pas allé vite. Et voilà, en plus, ici, souvent, quand tu cours la nuit, c'est l'hiver et il y a de la neige, donc tu vas encore moins vite. Et après, donc, sur l'aspect passer la nuit dehors, moi, j'avoue que je trouve ça, en fait, je trouve que c'est peut-être même pour ça que je fais pas d'ultra moi-même, c'est parce que je trouve ça hyper violent pour le corps, en fait. Même les départs à 4 heures du matin, quoi. De dire à 3 heures à ton corps, là, c'est maintenant, là, faut aller s'échauffer. C'est le moment où le corps a le moins l'habitude de faire du sport. Et je sais que moi, j'ai déjà dû travailler de nuit. Je détestais ça, vraiment. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent de nuit parce que je trouve que ça met en vrac vraiment, quoi. Donc, sur le fait de si d'un côté, je me dis imposer ce stress important juste le jour de la course au corps, c'est encore pire. D'un autre côté, il y a une certaine fatigue à s'y entraîner. Je suis d'accord que pour quelqu'un qui fait des ultras, qui en a déjà fait, moi, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. Pour un premier ultra, j'aurais tendance à conseiller, oui, de courir de nuit. Donc, soit courir en soirée et ensuite un matin où on n'a pas d'impératif et donc on peut se laisser dormir pour limiter la fatigue. Soit joindre l'utile à l'agréable et faire ouvreur sur une course où les ouvreurs doivent partir très très tôt le matin. Et du coup, on est sur un format où c'est balisé, où il faut suivre les balises dans la nuit comme ça. Et donc, ça ressemble finalement à ce qu'on va trouver lors d'une course. Mais ouais, moi, je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles il ne faut pas enchaîner ultra sur ultra sur ultra si on est soucieux de sa santé, parce que d'imposer comme ça à son corps, pas uniquement de courir, mais aussi du coup, ça veut dire qu'on s'alimente en pleine nuit, au moment où le système digestif est au repos, etc. C'est pas anodin, et donc voilà, avec parcimonie. Après, je comprends que ça fait partie du charme de l'ultra et c'est justement ce que vont chercher les gens. Et le risque reste quand même limité par rapport à l'ultracyclisme où tu es avec les camions quand toi tu t'endors sur ton vélo, alors que vaut mieux s'endormir quand même au bord d'un chemin, quoi. Les conseils, tout à l'heure, Hugo parlait de l'apprendre à utiliser sa frontale, d'apprendre quelle est l'autonomie de la frontale, etc. Si vous aviez un conseil chacun à donner pour la course de nuit, ce serait quoi? Hugo, d'abord, quel conseil tu donnerais? Pour la course de nuit, ouais, c'est vraiment au niveau de la frontale que ça va se jouer parce que faites le test, ceux qui nous écoutent, là, je pense que vous avez tous une bonne frontale, ceux qui sont habitués à courir la nuit. Faites le test de remettre une frontale des années 2010. Voilà, hein, vous allez voir, vous allez rigoler. On voyait absolument rien. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut quand même vachement adapter son allure parce que on a beau avoir une belle frontale et bien voir le relief, tout ça, on le voit quand même moins bien. On le voit quand même moins bien. Et puis, il y a un autre truc, il faut adapter son allure et pas faire le bourrin la nuit. Et ça, on le voit vraiment bien à l'UTMB. C'est un très, très beau laboratoire pour ça. C'est qu'en général, la nuit, ça lessive vraiment les coureurs parce que on a beau faire ce qu'on veut, ça fait quand même 20, 30, 40 ou plus années qu'on dort la nuit. Et faire le sauvage, relancer, faire monter ses pulses cardiaques, voilà, ça va perturber tout un tas de choses, peut-être le bide pour l'alimentation, et c'est vrai que la nuit, du coup, ça bousille un peu les coureurs, et c'est aussi pour ça qu'on aime regarder les classements des ultras, c'est parce que vous le prenez le soir, vous le prenez le lendemain matin, il y a 50 000 surprises, voilà, c'est ce qui fait le sel du truc, quoi. Oui, ça se joue quand même très souvent sur les ultras la nuit. On voit vraiment des différences. Disons que la nuit, on fait vraiment beaucoup de conneries. Ouais. Donc après. Dans le dernier conseil, on a dit plusieurs fois, il faut une bonne frontale. Mais c'est quoi une bonne frontale? On revient un peu à la technologie là, mais c'est quoi une bonne frontale? À partir de quand on a une bonne frontale? C'est quoi je parle pas de marque là, mais la base. On prend quoi? Qui est-ce qui peut répondre à ça? Moi, je pense que c'est une optimisation entre. C'est lié déjà à combien de fois je vais pouvoir changer de frontale par rapport à mon assistance. Si on prend le cas de l'UTMB, tu récupères ta frontale
aux contamines et tu peux pas en changer, tu n'as pas d'assistance avant Courmayeur. Donc là, Hugo saurait mieux me dire que moi, mais c'est combien? C'est 5-6 heures, ça, non, de temps de course, même plus? Ouais, 5-6 heures, c'est quand tu vas vite, hein. Tu peux, enfin, Ouais, ça donc dépend on va des gens, dire, hein, parce que là, ouais. on va parler uniquement de la tête, mais ouais, t'as au moins 6 heures quand même, hein. Voilà, donc si le but, c'est quand même d'essayer d'avoir le meilleur compromis entre le confort. Je dirais que pour être confortable en lumens, je dirais il faut 350, 400 lumens en descente au moins. Si on peut avoir plus, c'est top. Après, en montée, c'est un peu moins gênant. Donc, moi, je sais que j'utilise une frontale de marque Gollum où il y a un algorithme qui permet d'adapter la lumière en permanence et qui permet d'avoir du 7-8 heures d'autonomie sans trop de problèmes avec un éclairage qui est très correct. Voilà, mais c'est après, si on peut avoir le plus de puissance possible et qu'on peut changer de batterie toutes les 2 heures, je pense que c'est le top. Mais c'est vraiment pour prendre en compte le temps qu'on va passer dehors pour essayer d'utiliser l'outil qui est le mieux adapté. Je pense que, comme l'a dit Hugo, c'est pas très pratique de changer sa batterie. Donc, si on peut éviter de le faire 3 fois entre 2 zones d'assistance, par exemple, c'est plutôt intelligent. Ouais, et Sabine, tu aussi, voulais prendre la parole tout à l'heure. ouais, aussi sur la frontale, il faut qu'elle soit bien réglée pour pas se promener ni sur le front, ni que si elle est trop serrée, on finit très rapidement par avoir mal à la tête. Donc, faut trouver le bon compromis. Et bah, maintenant, ils en font quand même tous des assez légères, mais le poids de la frontale, ça joue un petit peu quand même. Alors, on peut terminer avec une anecdote. Peut-être qu'il y a l'un de vous qui a une anecdote un peu drôle, si possible, à raconter sur ce qui a pu se passer la nuit. Hugo, je sens que tu as forcément une anecdote. Ouais, j'en ai plusieurs même, hein. Si tu veux, on peut faire 20 minutes là-dessus. Non, je vais Non, je pense pas, partir mais- en 2014 sur un de mes premiers trails longs, le Grand Trail du Lac, où j'étais parti avec une frontale que ma mère m'avait donnée au dernier moment. Bon, moi, je m'étais pas préoccupé plus que ça de la chose. Je venais du vélo, donc je m'en fichais un petit peu. Je me suis dit, une frontale, on appuie sur le bouton, elle est claire, et quand j'en ai plus besoin, je rappuie sur le bouton et je l'enlève. Et en fait, on part à 5 heures du matin, donc il y a quand même facilement 3 heures de nuit à faire fin octobre. Et la frontale marchait très bien. En fait, j'avais pas fait attention, j'avais mis le volume maximum, donc c'était génial. Je voyais absolument tout. J'étais en tête de la course parce que j'étais parti trop vite aussi. Et à un moment donné, la frontale s'éteint vers 6h30, donc il reste quand même pas mal de chemin. Là, à ce moment, je me sens très très bête. Du coup, j'attends celui qui était deuxième, Yann Nourri. Et une fois qu'il me rejoint, je me mets derrière lui. Le problème, c'est qu'il allait un peu vite à ce moment-là parce que moi, j'avais présumé de mes forces. Mais du coup, j'étais obligé de le suivre parce que j'avais pas de frontale. Donc, je l'ai suivi jusqu'à 8h du matin, que le jour se lève. Là, après, j'ai lâché et ça a été terrible. Ça a été une explosion formidable parce que j'avais fait 3 heures largement au-dessus de mes capacités. Donc, derrière, c'était un peu dur. Mais voilà, très belle expérience. Et j'ai eu 2 autres soucis de frontale. On fera les anecdotes une autre fois, peut-être. Ouais, on aura l'occasion, j'en suis sûr. Est-ce que on achève là ou est-ce que quelqu'un a envie de partager une belle expérience? Thomas, Et là? Thomas, quand il courait avec des lampes à 10 lumens, des lampes à huile, raconte-nous, Thomas. Alors, je pense que l'amélioration des frontales est proportionnelle à la diminution de la capacité proprioceptive. Ça veut dire qu'à mon avis, même avant, on était meilleur dans le noir que ce qu'on est maintenant. C'est sûr que quand je ressors une vieille Tika toute moche avec 100 lumens et qu'on a l'impression que ça crache, ouais, là, on n'est plus du tout dans ces sphères-là et qu'au jour d'aujourd'hui, oui, je suis bien content d'avoir un bon phare, un bon truc où on a l'impression qu'on est clair comme en plein jour. Mais j'avoue, les premiers Templiers, alors c'est 2 heures de jour, 2 heures de nuit, ouais, ça éclaire que dalle. Ça éclaire rien. Ça éclaire que dalle. Bon, ça t'a pas fait trop, ça a pas eu trop de conséquences sur toi, en tout cas. Allez, on va Non, passer parce à que tout le vos. monde avait le même. Ouais, c'est ça. Vous étiez tous sur un pied d'égalité. Ouais. On passe à vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Coup de cœur ou coup de pompe? Allez, on commence avec un coup de cœur, je pense. Le coup de cœur de Sabine, peut-être. Ouais, encore un coup de cœur.
Du coup, je voulais vous conseiller un livre qui s'appelle Courir de Jean Echnoz et c'est la vie de Émile Zatopek. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment il en est venu à la course à pied, sa passion pour la course à pied. Donc lui, il était clairement dans le no pain, no gain, hein, avec des séances mythiques de 40 fois, non, de 100 fois 400. Et ouais, non, c'est vraiment sympa comme livre. Et puis, ça mêle aussi un petit peu de politique parce que du coup, lui, il habitait ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie et il a été un peu mis de côté sur la fin parce qu'il a participé au printemps de Prague. Et puis, pendant quand même une grande partie de sa carrière, il l'a aussi fermé, un peu à contre-cœur. Donc, voilà, le livre Courir de Jean Echnoz, c'est mon coup de cœur du jour. Excellent. Nico, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est un coup de cœur pour moi aussi, pour le Trail des Passerelles du Monténard qui vient de fêter ses 10 ans. Une belle fête pour le Sud-Isère. Alors c'est chez moi, c'est un peu chauvin, mais au-delà des paysages magnifiques où tout le monde s'accordera à dire que quand il fait beau, quand même, c'est sympa ce cadre du lac du Monténard. C'est surtout le fait de prendre du plaisir au fil du temps et au fil des années sur son lieu de vie. Je pense que ça, c'est important dans la société dans laquelle on vit, voilà, d'être capable de vivre des aventures qui sont dépaysantes sans partir au bout du monde. Moi, j'ai vécu parmi mes plus beaux souvenirs sportifs sur ce parcours, là où je cours tous les jours ou presque. Donc, coup de cœur, c'est vraiment voilà, ces aventures, que ce soit compétitif ou non, à proximité de chez soi, quand on a la chance d'habiter dans des territoires qui s'y prêtent. C'est forcément un petit peu plus compliqué si on habite Paris, mais voilà, j'avais aussi fait une très belle aventure avec mon ami Stéphane Ricard dans les Hautes-Alpes. On avait traversé le département et c'est parmi mes plus beaux souvenirs et on n'était jamais à plus d'une centaine de kilomètres du lieu où je suis né. Donc c'est vraiment ce côté proximité et d'avoir une pratique en adéquation avec son milieu naturel. Je suis sûr que, je ne suis pas parisien, hein, mais je suis sûr que ce que tu dis, ça peut quand même marcher pour les Parisiens. Ils peuvent trouver pas loin de chez eux de quoi beaucoup s'amuser. Hugo, est-ce que c'est un coup de cœur ou notre traditionnel coup de pompe? Non, coup de cœur. Mais non. Je te relance avec casquette verte, Nico, ça te fera de la pub comme ça fait le buzz à chaque fois. Un petit peu de buzz. Je voulais saluer sa performance à l'Ultra 01 parce que déjà l'an passé, il était allé assez vite, un petit peu moins de 22 heures. Et bon, il n'y a aucune adversité. Hein, ce ne sera pas faire déshonneur à Johan Fernandez qui finit à 3 heures de dire ça. Johan qui avait gagné l'Ultra Trail des montagnes du Jura ailleurs. Mais il met 20h35 pour faire quand même 172 km, si on a sa trace Strava sous les yeux, c'est ça. Et un peu plus de 7002, donc c'est quand même pas rien. Bon, c'est un profil qui lui correspond vraiment bien, un autre ami parisien. Mais voilà, s'il faisait un peu moins le foufou, s'il descendait, alors le connaissant, je sais qu'il a un projet pour 2023 qui va peut-être l'amener à faire ce genre de choses. S'il fait un peu moins le foufou, il pourrait nous faire un superbe UTMB. Et vu qu'il a déjà une énorme fanbase, il pourrait vraiment casser la baraque. Les femmes enlèveraient leur soutien-gorge dans la rue devant lui. Non, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Il a fait une belle réussite. Je sais qu'il est très jalousé par beaucoup. Donc, j'étais heureux pour lui. J'espère que derrière, il ne fera pas trop de bêtises avant l'UTMB. J'ai un peu peur de ça, mais... Voilà, 20h35 pour quasiment 175 bornes et un tout petit peu moins de 7500. Je dis bravo. Bravo, casquette verte. Mon cher Tom, on termine avec un coup de cœur ou avec un coup de gueule? Bon, je viens de me faire souffler mon coup de cœur à l'instant de façon hors jeu. Donc, je vais, parce que j'avais effectivement un coup de cœur pour casquette verte également. Eh ben, double, c'est pas grave. Je n'ai pas du tout analysé les chiffres, Non, ouais, alors, mais je vais quand même rebondir. Parce qu'en fait, pour moi, casquette verte, au-delà de l'aspect chiffre, moi, j'ai toujours quand même énormément d'empathie quand même pour la victoire. Et je trouve que c'est quand même marqué, à un moment donné, ce qui compte, c'est quand même les victoires. Et c'est encore plus dur quand on est attendu. Donc, je pense que maintenant, casquette verte, quand ils viennent sur ligne de départ, c'est quelqu'un qui va être largement attendu. Et que gagner 2 ans de suite la même course, sachant qu'il était attendu et avec plutôt
plutôt des petites animosités. Je tiens à saluer ça parce qu'on s'inscrit dans la durée et finalement, avec son style, il commence à durer et il était attendu. Donc, mon deuxième coup de cœur, dans quelqu'un qui dure et qui a mon plus profond respect, ça sera quand même Kylian qui nous affiche Zegama pour je ne sais plus combien de fois. Je pense que c'est un... Voilà, je pense que c'est un as au-delà de l'aspect sportif. Je pense qu'il gère une stratégie marketing des façons. Parce que afficher la couleur, dire que tu viens avec ta nouvelle marque, tu gagnes la course et que globalement tu fais un buzz énorme avec la marque que tu viens lancer. Qu'à 35 ans ou 36 ans maintenant, tu arrives quand même à d'amener le pion à. Parce que Zegama, ça reste quand même la course référente de début de saison et que vu le projet qu'il a pour la suite, c'est quand même énorme. Donc voilà, je dirais que. Alors ça fait bizarre de donner un coup de cœur avec casquette verte et Kylian Jornet dans la même intervention, mais bon, on va. C'est vrai, bon. Mais voilà, je sais. Désolé, un Thomas. profond respect pour Kylian et un gros coup de chapeau à casquette verte. Et c'est pas la première fois, puisque dans la toute première émission de la bande AD+, on avait déjà parlé et de Kylian et de casquette verte. Ça va devenir une habitude. Je termine moi aussi avec un coup de cœur confraternel pour le magazine papier Nature Trail qui a sorti son 50e numéro récemment, à une époque où la presse papier vit une crise sans précédent, où les lecteurs disparaissent et préfèrent beaucoup plus consommer gratuitement sur le web. Je dis chapeau et longue vie à mes confrères. J'ai aussi une pensée pour les autres titres de la presse magazine spécialisée d'ailleurs dans le trail. Je pense à Esprit Trail de Serge Moreau ou Trail Endurance Mag de Fred Bousseau, qui sont évidemment secoués ces derniers mois, eux aussi, par la forte hausse du prix du papier. Donc longue vie à tous ces médias papier. C'est la fin de cette 8e émission de la bande AD+. Un gros merci à tous les 4, Sabine, Hugo, Nico et Thomas. Merci à tous. Merci à tous. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de Guillaume Prax et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un merci appuyé comme d'habitude aux partenaires officiels de la première saison de la bande AD+. Merci donc à la Clinique du Coureur, à NAC, à Nolio et au réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de Loisan que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application OnPiste. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas Aska Hennessy. Le logo de la bande AD+, a été réalisé par Nancy Letourneau et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Je remercie une nouvelle fois Nicolas Rodi et aujourd'hui Benjamin Gardena qui était aux manettes, et un merci aussi à Laurie Beck qui fignole chaque fois l'enregistrement avant la diffusion. Puis un merci à vous, renouvelé, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre et de nous écouter. Merci pour vos messages bien sympathiques et super motivants. Franchement, ça fait très plaisir de savoir qu'on est écouté et que vous aimez ce que vous écoutez. Donc, n'hésitez pas à continuer évidemment à vous abonner au podcast de la bande AD+, mais aussi aux réseaux sociaux de Distance Plus. Je vous souhaite un bel été à tous et à plus dans la bande AD+.